Dans les années 90, vous commencez à vous intéresser du coup aux sujets scientifiques et à participer à des colloques. Oui, parce que moi j'ai une formation d'ingénieur. Et quand je suis rentré chez les Dominicains, bon, j'ai d'abord un peu oublié tout ça, oublié. Et après, je me dis, au fond, il y a un sujet important qui sont les relations entre science et religion. Donc j'ai commencé par, étant plus dans le domaine de la biologie, m'intéresser à la biologie, donc les questions de Darwin, etc. Donc ça, j'ai passé pas mal de temps là-dessus. Et puis un jour, on est dans les débuts des années 90, donc c'est très loin, c'est de la préhistoire pour pas mal de gens. Et à l'époque, on ne parlait pas beaucoup, parce que c'était la phase creuse. Hein, le spatial était moins connu à l'époque, dans les années 90. Et surtout, on ne parlait pas du tout on ne parlait plus des recherches autour de Mars et de la vie sur Mars. Et je tombe sur un chercheur de la NASA qui fait une conférence sur la vie sur Mars. En fait, il parlait de la préparation des programmes qui ont été réalisés ou qui sont en train d'être réalisés, tous ces petits robots qui se baladent à la surface de Mars. Et ce dont il nous parlait à l'époque, mais je ne le savais pas, c'était des préparations de ces programmes-là. On est donc au début des années 90. Et moi, biologiste, plutôt frotté de biologie, de la vie sur Mars, ah mais c'est génial. Donc, c'est comme ça que je suis rentré dans le milieu spatial, que je suis allé voir à la fin de sa conférence, et puis que lui, il m'a fait rentrer dans le milieu spatial. Donc c'était un milieu à explorer. Et j'ai eu la chance de rencontrer des gens très ouverts, intelligents, des gens qui ne vous disent pas ce qu'il faut faire, mais qui vous disent qu'est-ce que vous voulez faire. Voilà, aussi, grande leçon. Vous allez voir votre manager, et en l'occurrence, j'avais fait un petit travail pour le CNES, j'avais passé 2 ans à mi-temps au CNES, et puis j'avais découvert le milieu spatial, je trouvais génial, on faisait tout, on pouvait tout faire, de l'astronomie, de la biologie, du droit, du commerce, de la technique évidemment, de la physique, de la chimie, tout. Et donc je vais voir mon patron, qui était mon patron pendant 2 ans, et je lui dis, est-ce que vous n'avez pas un autre job à me donner? Moi je resterais bien de nouveau pour 2 ans à mi-temps. Tout en étant religieux par ailleurs, hein, mais c'était ma manière aussi d'avoir un pied concret dans le domaine de la science et de la technique. Parce que parler des relations entre la religion et la science et la technique, moi ça me semblait intéressant si j'avais un pied dans le domaine de la science et de la technique. Donc voilà, d'où ma question, est-ce que vous n'avez pas un autre job à me confier? Et lui, pour moi, quelle bonne leçon de management, me dit, mais monsieur Arnoux, ça fait donc 2 ans que vous êtes avec nous. Donc, vous commencez à connaître la maison. Donc, qu'est-ce que vous avez à me proposer? Ce qui est la bonne question, en fait. Et c'est là que j'ai eu l'idée et les questions d'éthique spatiale. Parce que j'entendais pas beaucoup parler. Et c'est comme ça qu'on a lancé cette idée-là. Et qu'autour de moi, j'ai des gens qui m'ont fait confiance. On dit, allez-y, voyez un peu, oui, pourquoi pas, un sujet qu'on ne connaît pas bien. On parle d'éthique partout, mais dans le domaine spatial, non, ça n'a jamais été vraiment évoqué, en tout cas, semble-t-il. Et donc, c'est parti pour une aventure qui dure depuis la fin des années 90. Ouais. Et du coup, qui est un poste qui a été créé, qui n'existait pas auparavant. Et ça aussi, il faut avoir l'audace, du coup, d'oser proposer et de dire, j'aime c'est l'audace des gens qui ne savent pas. Hein, on se dit au fond, pourquoi pas, allons-y. Et puis j'ai fouillé un peu, je me suis rendu compte qu'effectivement, c'est un sujet qui n'était pas travaillé. Mais vraiment, j'en reprenais encore récemment parce que j'ai retrouvé tel ou tel. Maintenant, c'est des gens plutôt qui étaient dirigeants à l'époque, donc maintenant ils sont à la retraite. Et combien je leur dois à des gens qui font confiance. C'est parce que l'audace, c'était aussi de leur côté à eux d'être audacieux. C'était pas seulement à moi. Moi, au fond, comme je raconte, quand j'ai fait mes premiers rapports avec des gens du spatial, j'avais l'impression de parler à une autre tribu. Je ne connaissais pas le langage de la tribu. Moi, je venais de mélanger la biologie. Je savais qu'une fusée, ça avait telle ou telle allure, mais donc il fallait simplement se dire, au fond, n'aie pas peur, vas-y, tu verras bien. Pose des questions, fais pas le malin, t'es pas à leur place. Et puis essaye de... Au fond, on revient à la même chose. Essaye de les mettre en valeur. De montrer que ce qu'ils font, c'est important. Alors eux, ils en sont persuadés. Le milieu spatial, c'est facile. Vous mettez une fusée. Encore récemment, on a vu le décollage Ariane 6. Les images sont superbes. Vous allez voir les photos des télescopes spatiaux, l'image Hubble, James Webb, c'est magnifique. En fait, c'est assez facile de dire, mais nous, ce qu'on fait, c'est génial.
c'est pas ça qu'on va mettre. Ce que je vous mets en valeur, c'est l'humain qui est derrière. C'est en quoi est-ce que votre aventure, c'est une aventure humaine. Donc ça, c'est mon job depuis le début. Et en quoi ça se relie à l'histoire, à la mythologie. Enfin, première réunion que j'ai avec des gens, ils se demandaient, mais c'est quoi ce mec qui débarque, on ne connaît pas, qui ne connaît rien, il n'a pas de diplôme, il ne sort pas d'une école d'ingénieur, d'astronautique ou autre chose. Bon, et puis, il nous vient parler d'éthique. Aujourd'hui, on a mis de l'éthique partout. Alors, à l'époque, ce n'était pas partout encore. Ouais. C'était même un peu négatif. Ouais, bon. Alors, j'ai dit, écoutez, on ne parle pas d'éthique. Pour vous, c'est quoi le mythe fondateur de la conquête de l'espace ? Le mythe. Oui, la grande histoire. Alors, moi, j'avais préparé le coup. Je me dis, c'est peut-être le mythe d'Icare. Ouais. Ah, je dis, c'est super intéressant. Alors, j'avais mon cartable, là, puis je sors le bouquin, je dis, justement, j'ai le bouquin d'Ovide dans lequel il y a le récit du mythe d'Icare. On va le lire ensemble. Il me dit, ce type est fou. On va lire un livre dans une maison d'ingénieurs. Ça, c'était pas possible. Et donc, on lit le mythe. Et il dit, oui, c'est intéressant. Ça parle de ce que vous faites. C'est l'histoire d'un ingénieur qui explique comment on utilise une technologie, etc. Ils disent, ça, c'est intéressant ce que vous racontez là. Et c'est comme ça que je me suis fait aussi admettre comment je peux, comme dans... c'est la même chose que le milieu de la prostitution, avec tout. C'est-à-dire que je ne viens pas vous tirer les verres du nez. Je viens vous mettre en avant, montrer peut-être des aspects que vous ne connaissiez pas de vous-même. Et c'est ce que j'essaie de faire. De réfléchir à quel sens on donne à tout ça, pourquoi on le fait. En tout cas, oui. Dans le livre, on va vous résumer, de pour quelles raisons et pour quel objectif réalisons-nous un programme spatial, à quels moyens avons-nous recours et quelles sont les conséquences prévues, positives ou négatives. Et c'est quel que soit le chantier dans lequel on entreprend, c'est hyper important de se poser les bonnes questions de c'est quoi nos motivations, c'est quoi le sens derrière tout ça. Et d'être... Vous voyez, encore récemment, ça m'a frappé, je faisais un travail dans le cadre d'une université d'été avec quelqu'un de la NASA, et qui justement est un peu en charge des questions éthiques, ça c'est assez nouveau, bon, maintenant la NASA s'y met aussi, heureusement, et j'étais très étonné parce que après on a fait un exercice en commun avec des étudiants, et après il me dit c'est intéressant ce que vous disiez là, parce que vous présentez l'éthique comme une posture d'interrogation. Et lui, je comprends très bien, il était l'éthique c'est les principes, oui c'est ça, mais avant d'arriver aux principes, moi je dis toujours c'est d'abord on se pose des questions, puis après pour répondre aux questions on va chercher des principes, des normes. Mais il me dit, ça m'a surpris. Mais c'est bien. Voilà, j'ai réussi à en convertir à nouveau. L'éthique comme étant, comme vous le rappeliez, d'abord des questions. Et pour donner du sens, c'est à nous de nous poser la question. Quel est le sens de mon action ? C'est pas l'autre qui va me le dire à ma place. Ou en tout cas, je dois d'abord me poser la question à moi-même. Et c'est ce qu'on essaie, c'est ce que j'essaie. Et je fais guère plus que ça depuis 25 ans. Et quand vous démarrez du coup le poste au CNES, vous êtes encore prêtre ? Oui. Donc du coup en plus il y a même ce facteur-là, comment on est perçu du coup quand on est un religieux au sein d'un groupement de personnes qui est plus que rationnel et pour qui des fois c'est en opposition et vice-versa. Alors en plus il faut rajouter que c'est en France. Donc on est un État laïque, je suis un défenseur forcé de la laïcité, justement compris. C'est-à-dire que la laïcité, c'est une liberté d'expression dans un certain nombre de sphères, et en même temps le respect des autres expressions. La question, c'est que quand on veut... Parce qu'on est toujours prêt à exiger une certaine liberté pour soi, mais la même pour les autres, ça, on est souvent plus difficile. Alors, en même temps, il y a un certain nombre de principes de neutralité, c'est-à-dire qu'un organisme public doit être neutre par rapport aux opinions politiques et religieuses. Je suis aussi défenseur de ça, mais il faut l'appliquer, ce qui n'est pas toujours aussi difficile, c'est pas facile à appliquer, en fonction des moments, etc., et on l'a vu récemment. Et donc à partir de là, il était très clair que l'une des choses sur lesquelles j'ai toujours dû être quand même très attentif, c'est que
la recherche, en général, en France, se fait beaucoup par des organismes publics. Donc il fallait absolument être très attentif. Il faut toujours que je sois très attentif à cet aspect de neutralité. C'est-à-dire qu'au CNES, je n'ai pas été embauché comme monsieur éthique parce que je suis par ailleurs théologien catholique. Oui. Ça fait partie de ma vie privée. Même si cette vie privée est relativement publique, parce que je fais aussi des médias, etc., et que je ne cache pas le fait que que j'étais à ce moment-là prêtre, que je suis catholique encore aujourd'hui, je ne le cache pas, mais je n'ai pas à le revendiquer au sein d'un organisme public. Donc je me souviens que j'avais à une époque, j'ai eu une lettre de recommandation d'un philosophe des sciences qui est mort maintenant, qui lui, on ne partageait pas du tout les mêmes idéologies et philosophies, mais qui a fait une lettre de recommandation dans laquelle il a bien dit je confirme que M. Arnoult est parfaitement clair avec la laïcité. Donc, voilà, c'est un théologien catholique, mais il sait très bien faire la part des choses. Et j'ai toujours fait très attention. C'est d'autant plus rigolo que dans un milieu, par exemple, comme le milieu américain, ça change un peu peut-être, mais il y a encore quelques années, et c'est encore le cas même en Europe dans certains milieux, l'éthique, c'est surtout des gens qui sont ou des théologiens, ou des historiens des religions, ou des philosophes des religions, enfin, c'est souvent lié à la religion. Donc la NASA, quand j'ai été nommé, il y a 20 ans, mes premiers collègues de la NASA ont dit c'est normal qu'ils demandent à un théologien d'être chargé. J'ai dit non, au contraire, c'est presque, il faut que je fasse très attention à ça, ne pas mélanger les choses, il faut simplement que je sois discret. Alors après, évidemment, mes collègues savaient très bien qui j'étais. Donc, il y a quelques années, j'ai retrouvé au CNES un jeune ingénieur, je crois qu'il est ingénieur, ou enfin un jeune étudiant que j'avais baptisé parce qu'il est le fils de quelqu'un qui a travaillé au CNES 20 ans auparavant, qui était venu un jour, un directeur du CNES, tiens, monsieur Arnoult, je peux vous poser une question, il ferme la porte. Quand on rentre dans un bureau d'un petit collaborateur comme moi, je suis un collaborateur de bas niveau, hein, et qu'un directeur rentre, est-ce que je ne vous dérange pas, et ferme la porte derrière lui, c'est pour des raisons personnelles, c'est pas pour des raisons professionnelles. Est-ce que vous pourriez baptiser mon fils? Voilà. Mais ça, c'est la discrétion, c'est-à-dire que je pense que c'est une très belle occasion aussi d'apprendre. Il ne s'agit pas de nier ce qu'on est, mais en même temps, on ne peut pas non plus revendiquer. Ouais. Alors après, c'est rigolo, évidemment, de travailler à l'agence spatiale, de se poser les questions du ciel quand on est théologien. Ça, c'est génial. Bah oui. Et justement, avant que l'interview commence, vous citiez Galilée, qui disait l'intention du Saint-Esprit est de nous enseigner comment on doit aller au ciel et non comment va le ciel. Bien sûr. Donc de bien savoir Et puis alors c'est vrai que de pouvoir se frotter aux questions spatiales, dans un travail, cette fois-ci du côté de la théologie, c'est évidemment des sujets retrouver et poursuivre des sujets de réflexion théologique extrêmement importants, parce que nous restons quand même verticalisés dans notre manière de penser. Dieu n'est pas au ciel, ça ne veut rien dire. C'est comme s'il n'était pas sur Terre. Mais il y a des choses... moi, un sujet sur lequel j'ai un peu travaillé aussi, parce que sur lequel je suis constamment questionné, c'est la vie extraterrestre, donc cet univers infini qui est quand même extrêmement troublant, quelque part. En particulier pour nos traditions religieuses, monothéistes, anthropocentrées, dans lesquelles on a du mal à gérer l'immensité de l'espace et du temps. Il faut le reconnaître. C'est vrai, oui. C'est un enjeu, et là c'est vrai que c'est une chance, finalement, d'être au quotidien dans des gens qui travaillent en tout cas, ou de côtoyer des gens qui ont une notion de l'espace et du temps qui est effectivement celle que l'on mesure aujourd'hui, et qui est donc une incitation, une invitation à la réflexion théologique. Au fond, quel est le Dieu auquel je crois quand, je reprends des mots que je crois que c'est Carl Sagan qui disait, les religions monothéistes, elles sont bien sympathiques, mais elles sont un peu étriquées, quoi. Bon, il faudrait qu'elles ouvrent un peu, parce que aujourd'hui l'univers, c'est pas quelques milliers d'années et quelques planètes qui tournent autour du Soleil, même enfin, déjà de savoir que la Terre n'est plus au centre, mais même c'est plein d'autres choses. Donc c'est vrai que ça nous interroge dans les dimensions qu'on donne à notre confession. Bon, ce sont
ma position, c'est que ça ne vient pas détruire la religion, ça vient interroger la religion et la manière dont on la vit, et les dimensions qu'on lui donne. C'est encore une fois sur cette conception de la foi, où, comme vous expliquez, qu'il y a un échafaudage nécessaire pour se construire, mais qu'on doit accepter de s'en débarrasser pour qu'il puisse évoluer en même temps qu'on explore. Et même, vous faites l'analogie entre la démarche scientifique et la quête spirituelle, et que les chercheurs, comme les religieux, ce qui est en commun, c'est la curiosité, quoi, d'être dans... Alors récemment, j'ai eu un petit échange, bon, c'était pas violent du tout, mais je comprends parfaitement, mais c'est aussi les contraintes du direct, comme ça, avec un scientifique. Et je parlais du doute, et de la place du doute dans la science. Et lui, alors, moi je parlais du doute dans la méthode, c'est-à-dire que le scientifique doit être capable de remettre en cause en permanence ce à quoi il obtient pour pouvoir avancer. Et lui, aussi face à un tas d'enjeux aujourd'hui, où la science, elle sait quand même un certain nombre de choses. On a des choses que l'on sait. Donc, non, il n'y a pas de doute, etc. Parce que lui se plaçait sur les résultats sur lesquels on a aujourd'hui, et puis on parlait de la controverse autour de la Terre est plate ou pas plate, etc. Il est clair, il y a des choses sur lesquelles on ne doute pas. Oui. Mais la place du doute, oui, alors c'est un point sur lequel, par exemple, aussi, je connais des croyants qui vous mettez tout en doute, le relativisme, mais non, pas du tout. Mais je me méfie des certitudes. Et je me méfie des moments où je dis c'est comme ça, et vous avez parlé du doudou de son enfance, ou des puits auxquels, voilà, je suis là, c'est l'image de lampadaire, voilà, je suis accroché à mon lampadaire. J'ai besoin de lampadaire pour marcher dans la nuit. C'est une référence. Mais il faut que je marche, il faut que j'explore. Et je peux quitter un peu les zones de luminosité pour aller dans les zones un peu plus obscures, parce que j'ai des références. C'est grâce à elles. Mais il faut quand même avancer. Ça, c'est la foi. La foi, c'est un chemin. C'est pas on reste pas. C'est comme je dis, c'est l'image du phare. Un phare, c'est pour permettre la navigation. On voit pas les bateaux qui sont autour du phare qui bougent pas. C'est pour s'éloigner ou revenir, mais c'est pour voyager. Le dogme, les grands piliers de la foi, ce sont comme des phares. C'est pour naviguer dans la vie. C'est pas pour rester accroché au phare. Les marins, c'est pas ceux qui restent avec leur bateau contre le phare. C'est ceux qui naviguent. Ouais, j'ai noté que vous avez mis aussi que la foi, c'était pas seulement curiosité, elle est aussi audace et transgression. Donc d'aller au-delà de... Oui, c'est les mêmes idées, c'est le côté dynamique. Alors je sais bien que le mot transgression, c'est un peu provocateur. Mais il faut réfléchir. La foi, c'est aussi de l'intelligence. Dans nos systèmes religieux, et c'est tout à fait normal, on a en particulier la place du sacré. Le sacré, c'est pas seulement... C'est aussi ancien que l'humain. Le sacré, c'est à partir du moment où je définis une réalité que je protège par une enveloppe à l'intérieur duquel je dis que c'est sacré. Un temple, c'est l'architecture même du sacré. Il y a une porte, avant c'est profane, profanos, c'est devant les sacrés. Et puis ensuite, il y a un seuil, et puis au-delà, on rentre dans le sacré. J'ai bien dit, on rentre dans le sacré. On ne rentre pas n'importe comment. Quand je rentre dans une mosquée, on m'invite à me déchausser. Bon, je rentre dans une synagogue, on m'invite à me coiffer. Je rentre dans une église, on m'arrive à me décoiffer, si je suis un homme et que j'ai un chapeau. Bon. Donc je pose un geste qui me permet de rentrer dans le sacré, de franchir un seuil, de transgresser. Donc, le sacré est fait pour être transgressé. Ça peut paraître choquant, mais en fait, c'est parfaitement logique. Alors, même si c'est extrêmement rare, mais il n'y a pas de sacré qui ne puisse pas être transgressé. Sinon, il n'existerait même pas. L'exemple de la religion juive, quand il y avait un temple, le grand prêtre ne pouvait rentrer dans le Saint des Saints, qui était le plus sacré du sacré, une fois par an. Mais une fois par an, le grand prêtre, après avoir fait des rites à n'en plus finir de purification, franchissait le seuil et rentrait dans le Saint des Saints. Donc, le sacré. Mais ce qui est important, c'est qu'est-ce que l'on met en place pour transgresser. Ça, c'est le rite qui nous permet de prendre conscience de ce que nous sommes et de ce que nous ne sommes pas. Le grand prêtre
avait tout un rite de purification, parce qu'il dit « Je ne suis qu'un être humain, et là, je touche au cœur du sacré. » C'est même pas Dieu encore, mais simplement pour montrer ce que nous sommes. Et d'où l'importance des rites. Bon, les choses qui sont très belles dans la religion catholique, il y avait, moi maintenant, sauf certains milieux, par rapport à la jeune accouchée. La femme qui donne la vie, parce qu'elle donne la vie, elle touche au plus sacré. La vie, c'est la chose la plus sacrée. Donc elle donne la vie. Donc elle s'approche de Dieu le plus que l'on puisse s'approcher. Donc elle est impure au sens où elle a été touchée par quelque chose auquel elle n'a pas le droit normalement. Et donc, quand il y a la purification de la jeune accouchée, c'est pas pour dire qu'elle est impure, c'est pas un côté négatif, c'est qu'elle a touché au plus sacré. Il faut qu'elle redevienne profane. Donc il y a des rites pour puisqu'elle a transgressé, c'est pas du tout par méchanceté, puisqu'elle a donné la vie. Oui. C'est un acte de transgression qui est le plus bel acte qu'on puisse imaginer. Donc c'est pour ça qu'il faut faire très attention aux termes. C'est-à-dire que oui, c'est de la transgression, oui, on transgresse, mais il y a tout un ensemble de rites qui nous permettent de prendre conscience de ce que nous sommes, de ce que nous sommes en train de faire, de ce que nous ne sommes pas, et donc de grandir spirituellement. Donc c'est vrai que la foi passe par la transgression. Oui, et ces rites permettent de symboliser qu'on passe d'une étape à une autre. Oui. Et que nous, en tant qu'êtres humains, on en a besoin, en fait, de conscientiser et de mettre ces rites, en fait. C'est pour ça qu'il y a des rites aussi dans la vie courante, dans la vie non religieuse. Il y a des rites dans le domaine spatial, il y a des rites qui simplement parce que les gens ont besoin de concrétiser le fait qu'ils sont en train de faire quelque chose d'extraordinaire. Et il faut les utiliser dans la vie courante. On en a tous des rites personnels aussi. Mais c'est qui nous permettent de prendre conscience de ce que nous sommes ou de ce que nous sommes en train de faire. C'est pas quelque chose en l'air, c'est pas quelque chose. On fait pas de manière écervelée ou déraisonnée. C'est parfaitement raisonnable, c'est parfaitement assumé aussi. C'est très important. Oui. Et pour vous, ces rites ou ces dogmes, du coup, ils sont amenés à changer, à évoluer aussi, en même temps que les personnes? Alors, attention, les dogmes et les rites, c'est pas la même chose. Les rites, oui. Ouais. Alors, en même temps, attention, les rites, en fait, il n'y en a pas, sans doute, je ne suis pas un spécialiste des rites, mais il n'y en a pas tant que ça. Ça repose sur quelques symboles, et après, c'est simplement, on multiplie, on décline, etc. Mais bien sûr qu'ils peuvent évoluer. Mais nous-mêmes aussi, nous évoluons par rapport, il y a des rites que nous faisons, et puis un jour, on les abandonne. Pourquoi on les abandonne? Parce qu'ils ne sont plus efficaces pour nous. L'important, c'est l'efficacité pour nous. Le geste que je fais qui me permet d'être humain ou de grandir en humanité, ou je peux avoir un rite dans mes relations avec les autres. Bon, le jour où c'est plus efficace, il ne faut pas avoir peur de les abandonner, c'est pas grave. L'important, c'est que est-ce que c'est efficace pour moi, dans mon intérieur? Les dogmes, c'est un peu autre chose, parce que c'est ces références. Oui. Et le rite, ça peut être une forme de référence, mais le dogme, c'est quelque chose de plus solide. Il y a les dogmes des religions, ça, c'est des choses qui... Voilà, quand j'utilise le terme des piliers, c'est aussi un terme qu'on peut utiliser, enfin, des choses sur lesquelles, qui constituent ma référence religieuse, et même si par moments... je ne sais pas trop à quoi ça correspond, je ne sais plus trop, mais ça continue à me dire où j'en suis. On a des dogmes dans la société. Tuer quelqu'un est interdit. C'est quand même une référence, un pilier essentiel de la société. Bon, le jour où on abandonne ce dogme-là, je ne sais pas où les sociétés vont aller. Oui. Alors après, c'est par rapport à ces références-là qu'on peut vivre. C'est vrai dans la religion. Oui, elle peut aussi bouger et évoluer comme elle-même, elle est mise en place d'une certaine façon. En fait, je parle de ça parce que ce qui m'a beaucoup impacté aussi dans votre livre, ce que vous parlez, c'est que au IIe siècle, les communautés chrétiennes, elles mettent en place un sacerdoce, une gestion spéciale du sacré. Les femmes en sont exclues. Et vous, justement, en fait, vous revenez là-dessus en disant que justement, on doit s'interroger sur la place de la femme dans l'Église et la condition féminine au sein de la société de façon générale. Et
et de se poser la question justement, quel sens on donne à la célébration et au sacrement et à la prière commune, avant même de se poser les questions sur le reste. Mais justement, si on se pose les bonnes questions sur quel sens ça a, forcément le reste va suivre naturellement. On est vraiment sur une posture éthique, même appliquée à la liturgie. Mais c'est vrai que je suis... je ne suis pas un militant féministe, je n'ai pas l'occasion et ce n'est pas mon combat aujourd'hui. Mais je trouve terrible, surtout la crispation actuelle dans l'Église catholique à l'égard contre le sacerdoce des femmes, dont je ne vois pas, il faudra, j'ai peut-être pas assez travaillé le sujet, et quand j'aurai le temps, quand je serai à la retraite, je ne sais pas, peut-être que je m'intéresserai à ça, mais je n'en vois pas les raisons profondes. Je ne vois pas en quoi, d'abord parce que d'autres églises l'ont accepté, et je leur fais confiance sur le travail théologique. Elles ont fait le travail théologique. Et très honnêtement, la crispation actuelle autour de ça dans l'Église catholique m'apparaît vraiment plus que douteuse. C'est une question d'autorité. Alors après, on raconte des histoires, mais on peut faire plein d'autres choses. C'est vrai, mais c'est pas... que les femmes fassent ce qu'elles veulent. On n'est pas en train non plus de les obliger. Il ne faut pas tomber, ce que je veux dire là est peut-être pas politiquement correct, mais dans une parité absolue et imposée. Je ne veux pas dire qu'il faut moitié d'hommes, moitié de femmes comme prêtres demain dans l'Église catholique. C'est ridicule. Mais que des femmes puissent être... il y a toute une réflexion que j'évoque. Parce que, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on commence à prendre le dossier, comme vous dites, il faut aller au bout des choses. C'est-à-dire, c'est quoi être prêtre aujourd'hui ? Si c'est dire, je veux être prêtre parce que si c'est qu'un désir personnel, je m'interroge. Si une communauté dit, on a besoin de quelqu'un auquel on donne le titre de prêtre et la fonction, le service de prêtre, et donc on va demander à un tel de l'être, ce qui était en fait la position longtemps, était la position de l'Église, la pratique de l'Église, on dit plutôt à quelqu'un, mon gars, c'est à toi d'occuper ce service-là. Tu veux pas, à la limite, on s'en fout. On pense que tu as les capacités. Et puis tu le deviens. Et que demain, l'Église puisse appeler au sacerdoce des femmes, puisse, comme elle devrait appeler, et non pas attendre simplement... Il y a tout un renversement de position qui ne me semble pas complètement illogique. Mais ça veut dire, comme vous dites, c'est une conversion profonde par rapport à la célébration, par rapport à ce qu'on appelle dans la tradition catholique l'Eucharistie. Ça demande beaucoup de conversion. C'est pas seulement dire, ok, les femmes, vous voulez devenir prêtre, on va s'habituer, on va faire avec. À mon avis, il y a des choses qu'elles feront beaucoup mieux que les mecs, ça n'a pas de problème. Moi, j'ai vu des pasteurs protestantes et c'est vrai c'était très intéressant de voir aussi comment une forme d'humanité qui s'exprimait et qui venait aussi nous aider à la prière, qu'un homme ne peut pas faire. Mais il y a aussi, et c'est pas pour dire que les femmes sont parfaites, pas du tout, mais c'est aussi une forme de complémentarité par rapport à un service à assurer. Et non pas un bâton de maréchal, comme on dit quelquefois. C'est ça. Mais ça met en cause, ça met en question, c'est ce qu'on essaie de faire avec Théo dans ce livre, quand même un certain regard par rapport aujourd'hui au sacerdoce, la place dans la société catholique, etc. Oui, d'où l'utilité de se poser la question dans un premier temps du sens qui est donné à la célébration en elle-même, qui ensuite permettra de... Mais c'est pas pour mettre tout ça aux orties, Je veux dire, parce que quelquefois c'est ce qu'on me dit, mais vous relativisez tout, mais pas du tout, au contraire. Au contraire. Moi, je veux que... je raconte aussi, quand je vois... je parle de mon expérience catholique, mais des prêtres qui célèbrent, de manière, petit truc, c'est un peu ni fait ni à faire. Non, dans ce cas-là, faut pas le faire. Faut pas le faire. Si tu sais pas prêcher, c'est pas grave. Dans ce cas-là, prends un bon texte écrit par un grand prédicateur chrétien, apprends à le lire correctement, et c'est parfait. Plutôt que parce que c'est pas facile de faire un sermon, de faire un discours. Pas facile du tout. Il y a des jours où on n'est pas inspiré. Dans ce cas-là, lis un beau texte. C'est pas mal. Oui. Et d'ailleurs, ça me fait penser à ça quand vous parliez du fait que parfois il y a des personnes qui sont bonnes et bien faites pour occuper tel poste, que malgré elles, on va les mettre à ce poste-là. Et en fait, dans l'ordre des dominicains, c'est un peu ce qui se passe en fait. Quand vous avez été élu,
En fait, vous n'êtes pas présenté, parce que personne ne se présente, en fait. C'est quelqu'un qui vous présente. Les charges de supérieurs, donc qui va être élus, c'est surtout pas se présenter. On se méfie même de ceux qui disent un peu trop fort. Moi, je me verrais bien comme prochain prieur. Le prieur, c'est le supérieur. Ouais. Ah, ça, c'est... on s'en méfie. Alors, ce qui est intéressant, c'est que dans l'Église, c'est quand même ce qui avait été, par exemple, longtemps pratiqué par rapport aux charges aussi d'évêques. Il y a des cas exceptionnels, ou même des non-baptisés. On dit, toi, tu ferais un bon évêque. Donc, à la toute vitesse, on le baptisait, on l'ordonnait prêtre, on l'ordonnait évêque. Bon, parce qu'on le connaissait, etc. Donc, c'était un service auquel on t'appelle. Et ça, on l'a perdu. On s'est formalisé, mais on l'a complètement perdu. Et c'est dommage, parce que c'est... On sait bien, enfin, il y a des choses... Moi, quand j'étais élu prieur, ça m'a fait une sacrée surprise. Je ne m'attendais pas à ça. Mais en même temps, c'est extraordinaire quand vous y pensez. Ce n'est pas vous qui le demandez, c'est quelque chose qu'on vient vous demander. Donc, c'est aussi, on rejoint ce qu'on disait tout à l'heure, une manière de mettre quelqu'un, on te fait confiance. Ouais. Toi, tu n'y penses peut-être pas, mais on te fait confiance. Donc ça, c'est extrêmement valorisant. C'est très positif pour soi-même. Mais soi-même aussi, mais attendez les gars, si vous m'avez élu et que moi je n'ai pas demandé, on est aussi responsables ensemble. C'est-à-dire que la fonction que j'occupe, ce n'est pas moi qui l'ai voulu, je l'assume. Alors, il n'y a pas de problème. Mais en même temps, vous devez m'aider à l'assumer. Donc, moi je sais très bien, le lendemain de mon élection, je dis, maintenant les gars, moi j'ai besoin j'ai un certain nombre de choses sur lesquelles vous ne pouvez pas me lâcher. Ouais. Alors après, quand il faut faire preuve d'autorité ou assumer l'autorité, je vais apprendre à l'assumer. Quand je disais, voilà, revêtir mon uniforme. Moi, je me souviens très bien, la première fois que je suis rentré dans l'église, bon, parce qu'on n'est pas comme un grand monastère, il y a des grandes places, mais il y avait quand même la place du supérieur. Je suis rentré dans l'église, je dis, tiens, mais attends, tu occupes cette place-là. Attention, il faut se tenir, quoi. Enfin, c'est un peu idiot, mais on apprend aussi à se tenir. C'est-à-dire que, merde, donc tout le monde me regarde. Parce qu'on sait que là, c'est le patron qui est là. Quand la place est vide, c'est que le patron n'est pas là. Donc tu es le seul à pouvoir prendre cette place-là. Donc il faut aussi assumer. Voilà. Mais en même temps, c'est une responsabilité partagée, puisque vous avez été élu et que vous ne l'avez pas demandé. Ça, c'est génial comme expérience. C'est une situation, je dirais pas idéale, mais quand même très intéressante. On devrait faire ça en politique. Ce serait intéressant. En tout cas, on peut se demander si dans des structures, l'image d'une nation, c'est impossible. En tout cas, on voit bien, dans certaines structures, c'est ce qui se passe quand même, où on peut dire, on te verrait bien. Ouais. Et ça devrait être quelque chose qu'on met davantage en avant. Dans les associations, c'est pas qui se présente à l'élection, qui veut se présenter à l'élection. Okay. Mais on verrait bien un tel. On a remarqué chez toi telle ou telle qualité qui fait qu'on... Mais non, je ne suis pas... Ok, d'accord, c'est vrai, tu n'as peut-être pas pensé à ça, mais ce serait intéressant. Oui. Bon. Oui, c'est vrai. Et comme quoi le fait... moi, j'aime bien l'idée de s'inspirer d'autres mondes. Et notamment si dans l'ordre des Dominicains, ils font comme ça, c'est qu'il y a sans doute des bonnes raisons et qu'on pourrait le transposer et le mettre ailleurs. Donc c'est qu'il y a des choses qui fonctionnent bien. Voilà. Je dirais pour le meilleur et pour le pire. Ouais. Tout ça reste humain, et puis on fait des erreurs, etc. Mais il y a des choses quand même intéressantes. Ouais. Il y a des choses... Moi, j'ai vraiment beaucoup appris. Enfin, je pense que ça en se paraît. Vraiment beaucoup appris. Et ce que j'avais aussi envie de partager un peu, parce que au fond, on ne sait pas nécessairement, et dans d'autres structures, il serait possible de... Bon, je raconte aussi tout mon compagnonnage avec les personnes âgées. J'allais en parler aussi, c'est que justement, vous utilisez le savoir que vous avez acquis auprès du CNES sur comment les astronautes vieillissent. Oui. Et justement pour une affaire avec les mains courantes. Mais qui est incroyable de dire, d'utiliser du coup votre savoir, ce que vous avez appris ailleurs,
qui finalement cloue le bec de la personne en disant bah, c'est bon, c'était pas l'utilité, c'était pas la finalité. Oui, effectivement, je venais d'être élu prieur. On avait notre première réunion un conseil, comme partout, des conseils. Bon. Et dans le conseil, il y avait toujours le frère infirmier, qui s'occupait entre autres des frères âgés. Et avant le conseil, les autres frères me disent, tu sais, le frère infirmier, il va profiter que tu es là, tout jeune prieur, connais pas. J'avais pas fait partie du précédent conseil, donc d'autres avant, mais bon, bref, j'étais pas au courant de tous les dossiers, hein, ce qui est normal, j'étais pas prieur. Donc, et il m'a dit, bon, le frère infirmier, il va en profiter de ta jeunesse. En plus, j'étais quasiment le plus jeune de la communauté. Enfin bref, situation pour refiler un dossier il veut absolument qu'on mette des barres le long de tous les couloirs pour aider les frères âgés. Et alors on s'y oppose, ton prédécesseur s'y opposait, mais tu vas voir, il va revenir. Bon. Effectivement, je donne la parole au frère infirmier qui donne une nouvelle du frère un tel, et puis je dis, bon, c'est tout, cher frère Michel. Il me dit, non, mais je voudrais aussi parler d'un sujet à propos des barres dans les couloirs. Je vois tous les frères qui baissent les yeux en disant, ça y est, oui, explique-moi. Donc il explique, avec les frères âgés qu'on a, on avait quand même un groupe important, ce serait bien pour leur sécurité d'avoir des barres partout. Bien. Alors, en bon manager, dit, est-ce que les frères veulent réagir à la proposition du frère Michel? Il me regarde toujours. Donc le frère Michel dit, bon, encore raté, mais tant pis, moi je veux dire quelque chose. Bon. Vous voyez, avant que vous me lisiez, là, j'étais aux États-Unis. Et j'ai rencontré un responsable de la NASA, qui est une amie, et qui, parce que cette année-là, a lieu un lancement particulier, c'est qu'on va envoyer dans l'espace John Glenn, qui est le premier astronaute américain, et qu'on va faire voler à 77 ans. Et alors je dis, mais pourquoi on fait voler une personne âgée, etc. Et elle me parle du vieillissement. Elle me dit, en fait, on constate que quand on met quelqu'un dans une station et qu'on le laisse un certain temps, il y a un vieillissement accéléré. Alors on sait qu'il y a des systèmes, parce que c'est un apesanteur d'ostéoporose, donc les hommes comme les femmes dans l'espace, qui touchent les femmes sur Terre, mais aussi, et puis fonte musculaire, etc. Mais, dit-elle, en fait, on se rend compte que ce n'est pas seulement des facteurs physiques, l'apesanteur, mais c'est le fait qu'un milieu confiné, hyper sécurisé, hyper surveillé, hyper médicalisé, c'est un facteur de vieillissement. Alors, les frères me disent, mais qu'est-ce qu'ils nous racontent? Je raconte ça. Puis je prends un peu plus de temps pour bien mettre le truc. Et vous voyez, un couvent, c'est déjà un milieu un peu confiné. Donc, si on rajoute hyper surveillé, hyper médicalisé, moi j'ai 30 ans, j'avais un peu plus de 30 ans à l'époque. Bon, enfin bref, moi, en tout cas, largement moins de 40. J'ai 35 ans, je crois. 35 ans à l'époque. Je ne veux pas vieillir prématurément. Donc, que l'on mette des barres près des chambres où il y a des vieux frères, mais on ne va pas en mettre partout. On peut sécuriser, mais sans excès. J'ai vu le frère infirmier qui a baissé la tête en disant « Je crois que cette fois-ci, c'est foutu ». Et les autres frères qui étaient réjouis, ils se disent « Ah, là, le jeune prieur, c'est bien. Il nous racontait des histoires, ça marche. » Et le dossier ne va pas revenir. Et le dossier n'est pas revenu, en tout cas, du temps où j'étais prieur. Ouais. Mais d'où l'intérêt de croiser les mondes, de créer des ponts et de lier, en fait. Ah, et ça c'est tout un chapitre dans votre livre, justement, de lier. Et c'est ce que vous avez fait à chaque fois, en fait, que ce soit avec vos paroissiennes, donc, sur le trottoir ou dans le milieu scientifique au CNES. C'est-à-dire que, oui, moi j'ai eu la chance d'avoir tous ces milieux qui m'ont accueilli. Parce que, une fois encore, je sais que quelqu'un en lisant ce livre m'a dit c'est un livre de gratitude. Vraiment, remercier indirectement tous ces milieux qui continuent à m'accueillir, pas un certain nombre d'entre eux. Le milieu de l'aviation qui m'accueille alors que je suis un petit poussin qui ne sait pas voler, le milieu spatial continue à m'accueillir, plein d'autres milieux qui continuent à m'accueillir. Et donc ils m'ont... et ce que j'essaie, il y avait le terme de lier, et ça je l'ai à mon ami Giordano Bruno, ça. C'est quand je pouvais aussi à l'occasion les faire se rencontrer momentanément sur un événement, faire en sorte que dans le même endroit, au même moment, se trouvent des collègues du CNES, des frères dominicains, des amis de la rue, des parents, et que tout le monde se rencontre sans trop nécessairement savoir qui ils sont. Parce que, aussi par discrétion, aussi par moment, et quand j'étais le seul à savoir, en fait, tous ceux qui étaient là, et ça, c'était
D'abord, c'est drôle, mais c'est aussi un immense plaisir, parce que c'est vrai que ça m'est encore arrivé récemment, justement, à la sortie de ce livre, et de voir dans la même pièce un ancien ministre, un ancien collègue, des frères dominicains que j'apprécie, des jeunes journalistes amenés par Théo, ses parents, voilà, le monde de l'aviation, enfin... il y avait aussi un ancien militaire, enfin bon, voilà. Je dirais des gens qui, a priori, ne peuvent pas se rencontrer, enfin dans leur milieu, mais ils trouvent là, c'est simplement faire humanité. Simplement faire humanité et se rendre compte que être humain, c'est extraordinaire, parce que c'est être tout ça. C'est ça. Et justement, Giordano Bruno, parce que comme vous le citez dans votre livre, qui dit que l'amour, c'est le lien des liens, parmi tous les liens. Oui, c'est étonnant, parce que Bruno, bon, c'est encore une autre histoire, c'est un hérétique, il a brûlé à Rome parce qu'il avait des idées un peu particulières. Mais c'est vrai qu'il a beaucoup travaillé sur la question des liens, dans plein de domaines, et disant par exemple que la magie, c'est justement être capable de lier les choses, etc. Mais c'est étonnant, parce que c'est un type qui devait être assez dur à vivre, c'est difficile à vivre, avec un caractère de cochon, ou de chien, parce que les dominicains, c'est des chiens du Seigneur, donc sans doute encore un caractère de chien. Mais vous aimez bien les chiens, donc les chiens, mais les chiens peuvent avoir aussi mauvais caractère. Oui, comme bon, et donc, mais son attention au lien, et qu'effectivement le lien des liens, c'est l'amour. Et que l'amour, c'est aussi le plus grand des offices. Quand on lui disait, mais pourquoi vous n'allez pas à la messe? Et il disait, mais non, mais c'est l'amour qui est le plus grand des offices. C'est voilà. Rendre grâce à Dieu, aimer, il n'y a pas de moyen plus grand de rendre grâce à Dieu que d'aimer. Du coup, c'est toute une vie à se construire en étant basée sur la miséricorde, l'amour, en créant ces liens, mais en osant aussi se construire au-delà des normes et des codes, quoi, qui sont... Parce que même à la fin de votre livre, ce qui m'a marqué également, c'est que tout ça vous compose, en fait, et vous construit. Il n'y a pas une partie qui est mise à part. Pareil, le fait d'organiser des événements où il y a absolument tout le monde et d'aimer qu'il y ait tout le monde, parce que pour moi l'avoir fait également, donc de milieux qui naturellement se seraient pas rencontrés, croisés, mais dont on sait qu'ils sont... Enfin, c'est des gens avec de l'amour, quoi. Donc, qui, en de tous les cas, la connexion va se faire. C'est que... il y a une partie où vous dites, c'est « usque ad mortem », jusqu'à la mort, et que du coup, votre idée, c'est que vous aimeriez avoir l'étole dans votre cercueil, qui est normalement réservé aux prêtres, parce que ça fait aussi partie de vous, en fait. C'est dans votre... Et j'ai adoré, en fait, la fin, que ça se termine comme ça, de dire, parce que vous allez redevenir poussière, et cette étole avec vous, et qu'elle fait partie de vous, et qu'en citant « tu es poussière, et à la poussière tu retourneras », pour finir par citer Hubert Reeves, qu'en tout cas, on est tous de la poussière d'étoiles. Donc le tout est lié, quoi, en citant... Oui, là, ça fait partie aussi des choses que... Je l'évoquais, que l'écriture, pour ça que j'aime bien écrire aussi, c'est que parfois je ne sais pas ce que je vais écrire dans les 5 minutes qui suivent. Il faut que je me mette en position d'écriture. De ce point de vue-là, je suis pas... Je serais un très mauvais pédagogue, parce qu'on dit toujours, quand tu écris, il faut réfléchir avant, il faut construire des plans, etc. Oui, je le fais. Quand j'écris un livre, j'ai des plans. Et en même temps, quand je me lance dans l'écriture, je ne sais pas nécessairement ce qui va se passer. Et par exemple, les dernières phrases que vous citez, je suis certain que, avant de les écrire, je ne savais pas que j'allais écrire ça. Je ne savais pas comment j'allais terminer cet ouvrage. Et alors, usque ad mortem, c'est évidemment, d'abord, j'en fais allusion auparavant, dans l'engagement religieux, quand on a un engagement solennel, donc c'est l'engagement jusqu'à la mort, donc c'est ce que j'ai rompu, effectivement, par rapport à l'engagement officiel juridique. Mais en même temps, voilà ce que je viens de dire, l'engagement officiel juridique. Je crois que c'est très présent aussi dans cet ouvrage. Mais je continue à parler de mes frères dominicains, mais je pense qu'ils... Enfin, quand j'en parle, je suis une fois de plus ému quand j'en parle. Ça m'est encore arrivé récemment, et j'arrive pas à en parler sans être quand même d'être touché par l'émotion, d'en parler comme ça, mais je crois que c'est partagé. Enfin, en tout cas, un certain nombre d'entre eux, enfin ceux que je rencontre, avec
la discrétion et la pudeur des hommes, aussi assez masculines, me font quand même comprendre que je suis encore là, enfin qu'on reste liés par des liens au-delà du juridique, même si ce lien-là a été rompu par Rome, officiellement. Je suis officiellement séparé de l'ordre des dominicains, comme on peut se séparer dans un couple, donc ça c'est des choses qui peuvent se faire. Donc j'ai suivi la voie officielle, mais que ce qu'on a construit ensemble, les liens qu'on a construits sont là. Bon. Et donc le Usque Mortem, c'est ça que je voulais. Et je ne savais pas comment terminer. Je ne sais pas, quand j'ai écrit, et je me dis au fond, soyons audacieux et pensons, allons jusqu'au bout même voilà, de la suite. Bon, il se trouve que mes parents ont été incinérés, mon père l'avait demandé, maman ensuite l'a demandé, donc j'ai ça en tête. Et qu'effectivement, en même temps, d'avoir été prêtre, enfin d'avoir été ordonné prêtre, oui, et non, enfin, oui, je l'ai été, et en même temps, je dirais plutôt, j'ai été ordonné prêtre. Alors je ne peux plus officier comme prêtre, mais d'un point de vue théologique, plus strictement théologique, voilà, je pense qu'il n'y a rien qui m'empêcherait de célébrer la messe aujourd'hui, enfin, si Rome me donnait l'autorisation, d'un point de vue proprement théologique, je dirais symbolique, au sens où, même de la foi. Et donc c'est pour ça que je me suis dit, tiens, soyons audacieux, et osons demander ça, on verra bien ce qui est. De toute façon, je ne serai pas là, c'est pas moi qui le demanderai, mais c'est vrai que c'est une chose qui m'a construit, qui a constitué une partie de cette colonne vertébrale, qui m'a fait rencontrer, voilà, le milieu de la prostitution. J'y suis allé parce que j'étais ordonné prêtre. C'est pour ça que je suis allé, c'est pour ça que j'étais reconnu. J'étais considéré et perçu comme un prêtre ou un homme de Dieu, suivant la religion à laquelle appartenaient mes amis, et que ça, je ne peux pas le renier. Ce serait même, à la limite, si je le reniais, ce serait terrible. Alors que ça, je ne le renie pas. Je le revendiquerais. Je ne demanderais pas. Je ne sais pas du tout comment je vais terminer, donc je ne peux pas l'imaginer, mais je peux toujours exprimer un désir. Oui. Mais l'idée de la mort, de ce point de vue-là, ne me fait pas peur. Enfin, c'est pas quelque chose qui me... je ne dis pas que j'y pense chaque 5 minutes, mais vous savez, dans la liturgie catholique, il y a une chose qui est très belle, c'est l'usage de l'encens. Et en particulier, lors d'un enterrement, on encense le cercueil. On le bénit avec de l'eau et on l'encense. C'est un geste de respect par rapport au défunt. Et quand on utilise l'encens à d'autres moments dans les cérémonies, encore récemment, l'Eucharistie et le serment de messe encensent l'assemblée. Et quand ils font ce geste qui est simplement dans un moment quelconque, moi je ne peux jamais ne pas penser à l'encens des défunts. Donc, mais c'est pas du tout un sentiment tragique par rapport à la mort, simplement que ça fait partie de la vie que de penser à la mort. Et donc c'est pour ça que finalement c'est venu dans sa vie. J'ai pensé à ça, j'ai dit pourquoi pas exprimer une petite dernière volonté, parce que c'est une chose qui m'a construit, et donc que je ne veux pas renier, que je voudrais peut-être une manière d'être présent jusqu'au bout. Ah ouais, moi ça m'a beaucoup touchée, parce que vous citez tout, c'est-à-dire en pensant à Catherine, en disant nous vieillirons ensemble, mais rien n'est mis de côté en fait. Tout vous construit et vous compose. Et justement, ce sera ma dernière question qui est par rapport à ça. C'est aujourd'hui le Jacques qui a su se construire en composant tout ça. Si vous pouviez remonter le temps, parce que moi je suis un peu fan de science-fiction aussi, donc, et que vous pouviez aller donner un conseil à Jacques petit avant qu'il vive tout ça, qu'est-ce que vous lui diriez ? Intéressant. Mais moi, je crois que je ne lui dirais rien du tout, que je le laisserais faire exactement. Parce que d'abord, on ne referait pas. D'abord, on sait bien que quand on recommence l'histoire, elle ne peut pas être la même. Mais vous voyez, j'ai un gros défaut. C'est que j'ai du mal à avoir des regrets. Je ne regrette pas grand-chose.
par exemple, dans la religion catholique, il y a la confession qui est importante. Je suis toujours mal à l'aise parce que avoir l'impression de regretter, bon, écoute, j'ai fait des conneries, bon, c'est bon, j'en tire des leçons. La seule chose que je regrette, et on a peu parlé de Catherine, mais vous l'avez quand même évoqué son prénom à l'instant, et je dis quelquefois à Catherine, je dis, tu vois, je regrette vraiment pas, j'ai du mal à regretter. Les choses que je regrette, c'est le mal que j'ai pu faire à certaines personnes. Et des gens que j'aime. Bon, et en particulier, les douleurs que j'ai pu provoquer, enfin, à différents moments de notre histoire, qui n'étaient pas faciles, qui n'étaient pas faciles pour elle, qui n'étaient pas faciles pour moi non plus. Hein. Et oui, je regrette. Alors, je ne pourrais pas dire tel ou tel propos, tel ou tel moment, mais je sais qu'il y a des moments où elle a souffert. Alors, on me dirait, vous pourriez aussi regretter ce que vous avez fait à votre mère. Mais maman, elle a aussi créé ses propres... elle-même, enfin, de souffrir sur des choses, parce que, je veux dire, un fils de plus de 40 ans, on peut quand même le laisser faire un peu, elle peut aussi lui dire, maintenant, je te fais confiance, et puis bon, pas en faire une telle histoire. Elle en a fait une histoire, bon... Dans le cas de Catherine, c'est autre chose, parce que c'est une histoire qu'on construisait, qu'on continue à construire, mais qu'on commençait à construire, et c'est vrai que j'ai pu avoir des attitudes, des paroles qui n'étaient pas volontairement mauvaises, qui étaient maladroites sans doute, et il y a comme ça des moments auxquels je pense, et puis finalement on a réussi à construire quelque chose. Mais oui, si j'avais un regret, c'est ces moments-là. Et si j'avais un mot à dire au Jacques d'avant, essaye quand même d'éviter ça, quoi. Mais c'est pas facile, parce que en même temps on l'apprend. Un autre vous le dit, oui, ok, mais c'est dans l'immédiat, c'est dans ce qu'on ressent, qu'on n'est pas capable de... Oui, on manque de courage, mais en même temps, est-ce qu'on peut être totalement différent de ce que nous sommes ? Et est-ce que l'on est aujourd'hui ce que nous sommes, dans les côtés éventuellement positifs, sans être passé par tout ça ? Donc voilà, mais c'est pas du tout pour exclure la question. Mais plutôt de dire, oui, c'est ça, c'est les... Peut-être une chose, oui, que je dirais, c'est... Comment lui dire, je ne saurais pas comment lui dire à ce petit Jacques, ou quel que soit son âge, de l'attention à ne pas faire souffrir l'autre. Parce que c'est pas facile de mesurer ça. Je pense qu'on ne mesure jamais la souffrance que l'on peut... et à quel endroit ça se trouve. Mais Catherine m'a beaucoup aidé quand j'étais en train d'écrire le portrait de Teilhard de Chardin. Nous nous connaissions déjà... pas tant que ça, en fait, parce qu'on avait fait connaissance 2 ou 3 ans avant. On était de bons amis encore. Je n'étais pas encore tombé amoureux d'elle. Elle, je ne sais pas, c'est différent, chacun son histoire. Et je lui ai fait lire les épreuves de début de mon travail sur Teilhard de Chardin, qui a eu beaucoup d'histoires avec les femmes. Et elle me dit, tu vois, ton Teilhard, là, extraordinaire, une vie extraordinaire, un scientifique, un penseur, mais avec les femmes, ah non. Tu vois, il en a fait souffrir. Et ça c'est une chose que j'aimerais dire à Jacques avant. Enfin, elle m'a rendu attentif à ça. Et c'était une chance pour moi. Même si après j'ai fait des gaffes, je suis certain à son égard, mais en même temps, c'est ça qui m'a fait... Enfin, j'avais quand même ce qu'elle m'avait dit, mais attention, là c'est des relations que tu connais pas. On rentre dans un domaine que tu connais pas, que je connaissais pas. Et tu peux faire mal aux gens. Parce que là, c'est pas seulement toi, des amitiés comme ça, voilà, bon, c'est quelque chose de plus profond. Tu vas toucher à quelqu'un de particulier, et ça, faut être très très prudent. Tu peux faire très mal. Et elle me l'a dit. Elle a eu raison de me le dire, parce que je pense que j'aurais fait encore plus de bêtises après, dans notre relation, tous les deux. Mais oui, mais des fois c'est par l'expérience, c'est comme ça qu'on apprend. Voilà, donc, c'est pour ça que je ne sais pas si on peut le dire. Enfin, oui, ou peut-être. En même temps, c'est-à-dire que en fait, elle me l'a dit au moment où je découvrais en fait le milieu.
enfin, pardon, c'est pas le contexte d'une telle relation. Je l'avais jamais vécu auparavant. Ouais. Donc, j'allais dire, je pense, enfin, j'ai dû faire souffrir des gens, hein, mais sans doute pas avec dans une telle intimité de la personne, parce que il n'était pas question de relation aussi intime et aussi profonde que celle d'une relation amoureuse. Ouais. Mais dans la question, en sachant que, dans la conception de l'espace-temps et de pouvoir voyager, etc., en islam, on considère que Dieu n'est ni limité ni dans l'espace ni dans le temps, donc il est capable de voyager, d'aller, etc. Et c'est sans forcément d'en voir l'optique de regret, mais en sachant que tout va se dérouler tel que c'est prévu de se dérouler, mais qu'on aurait cette capacité à aussi pouvoir se déplacer et en tirer une sagesse ou quelque chose, de dire de tout ce que j'ai vécu, qu'est-ce que j'en retire, le fin mot de l'histoire, quoi. Oui, mais voilà, parce qu'il y a plein d'autres choses, hein, mais celle-là, oui. En même temps, en tout en disant ça, je sais aussi de ce que mes parents, on peut me dire de moi-même, de ce que j'étais, de ce qu'ils m'ont appris, de l'éducation qu'ils m'ont donnée, du caractère que j'avais quand j'étais un petit gamin et du caractère que j'ai aujourd'hui. Et il y a des choses que je leur dois, des mises en garde quasiment, mais pas des mises en garde, des choses qui m'ont profondément sur l'attention aux autres. Donc ça, par exemple, c'est une chose qui m'ont apprise au sens quasiment d'impératif. Maman me disait, mais quand tu étais très petite, tu étais quelqu'un d'extrêmement renfermé sur toi et peu attentif aux gens. Et moi, je te répétais, mais fais attention aux autres. Alors, voilà, ce que ça a donné, alors maintenant, tu vas sur le trottoir. Elle disait en rigolant. Parce que moi, je lui ai fait rencontrer des femmes de trottoir. Et ça, elle a joué le jeu de manière extraordinaire. De ce point de vue-là, j'ai beaucoup d'admiration pour elle. Mais elle jouait le jeu alors que vraiment pas du tout. Enfin, il faut rien à voir avec ce milieu-là. Mais en même temps, en disant, voilà, ce que c'est de dire à son fils, fais attention aux autres, etc. Enfin, ne pense pas qu'à toi. Il se va balader des nuits entières sur les trottoirs de Paris. Voilà. Donc au fond, peut-être que j'ai eu la chance aussi d'avoir, même certainement la chance de gens qui m'ont, à des moments importants, m'ont dit des choses très simples, mais fondamentales. C'est pour ça que je pensais à Catherine et parce que c'est ça, oui, les plus grands regrets, c'est le mal qu'on peut faire. Enfin, le mal, la souffrance qu'on peut infliger à quelqu'un, là, c'est pas l'autre bout du monde, mais c'est mon prochain. Parfois on se dit, tiens, j'ai pas été bon, là. J'ai pas vu quelqu'un, Alors on a un regret, mais c'est pas très grave parce que c'est quelqu'un, on est de passage. Mais quand c'est un proche, quand c'est quelqu'un avec lequel on a une responsabilité qui se crée, etc. Moi, vraiment, heureusement que Catherine m'a dit ça, mais elle le sait, parce qu'on n'en parle pas tous les jours, mais elle sait que ça m'a beaucoup marqué. Parce qu'en même temps, elle voyait très bien que c'est aussi lié à ce statut du prêtre un peu au-dessus, et qui pouvait gérer ses relations, ses copines, ses amis, voilà, et puis une fois c'est avec Lucille, et puis après c'est Machine, etc. Et ces pauvres dames, elle qui investissait, parce ce qu'elle m'a dit, tu n'imagines pas l'investissement d'un cœur de femme dans ce genre de relation. Elles ont dû, elle m'a dit, je me mets à leur place, elles ont dû en souffrir d'avoir une telle... lui, c'est l'aristocrate qui avait sa cour. Lui, il ne s'en rendait peut-être pas compte, j'en sais rien, je n'ai pas à le juger. Mais en tout cas, non, ça, je ne peux pas l'admirer pour ça. Tu vois. Autant je l'admire, mais ça, non. Ça, elle m'a donné une leçon, un enseignement, je trouve, vraiment, ça m'a beaucoup, beaucoup touché, beaucoup marqué. Donc ça, peut-être, oui, peut-être l'avoir un peu avant. C'est prévu de l'inviter, comme ça elle pourra aussi... C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup développé aussi sur elle, mais elle sera aussi la mieux placée. C'est quand même un élément essentiel. Mais c'est peut-être parce que justement, je sais qu'à la fin du livre,
je remercie, ou on remercie tous les deux Catherine, et c'est Théo qui a eu l'idée. Parce que c'est tellement évident que enfin, je veux dire, bon, il y a des choses tellement évidentes qu'on n'y pense même pas. Et je remercie Théo, tu as parfaitement raison. En plus, c'est une chose que j'ai fait avec Théo. J'ai juste 2-3 choses que j'ai fait lire à Catherine, mais très peu. Elle l'a pas lu avant. C'était aussi un travail. Parce que voilà, il y a des choses je vais faire l'exercice un peu en détaché. Mais bon, en même temps, c'est évidemment le personnage, un des personnages centraux. En tout cas, le livre, vous pouvez le retrouver, c'est En vérité. Du coup, conversation avec Théo Moy. Merci beaucoup, Jacques, pour l'échange. Merci d'avoir livré, de m'avoir fait confiance, du coup, pour parler de tout ça. Et j'en suis plus qu'heureuse. Vraiment, c'est des plus belles interviews et rencontres. Merci Barbara. Bon, vous en aurez encore plein d'autres, des rencontres plus merveilleuses. C'est tout ce que je vous souhaite. Et à ceux qui viendront vous voir ici. Donc voilà, c'était le premier épisode de Ils osent casser les codes. Et je vous retrouve du coup pour la suite une prochaine fois.